Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter l'analyse du dispositif de formation Patou-Ajuste. Cette analyse, ça fait partie d'un projet plus large dans lequel nous travaillons avec Nathalie Girard, qui est ici présente, et aussi Fanny Chrétien en sciences de l'éducation à AgroSub-Dijon. Le projet vise à analyser le développement des compétences des éleveurs engagés dans la transition agroécologique afin de concevoir des dispositifs de formation. Bon, je vais vous présenter les dispositifs Patou-Ajuste, la méthodologie qu'on a suivie jusqu'à présent, les premiers résultats et quelques éléments de conclusion. Donc, les dispositifs Patou-Ajuste. Patou-Ajuste, c'est avant tout un réseau d'éleveurs. Et il y a 290 membres de 49 départements de la France. Ils se rencontrent 2 fois par an chez un éleveur du réseau. Et le réseau a été créé et il est piloté par Escopela depuis 2013. Escopela, c'est une scope de conseil et formation où il y a 5 formateurs qui ont cette double activité, avec une expertise instrumentée au travers de la méthode Patou-Ajuste. Donc, Patou-Ajuste, c'est aussi une méthode qui vise à valoriser les milieux semi-naturels et qui promeut une approche systémique de l'alimentation ou pâturage où il y a des liens de causalité entre les différentes entités du système, entre la végétation, troupeau et pratique. Il s'invite aux éleveurs à analyser les impacts de ces pratiques auprès de la végétation ou son troupeau et vice-versa. De plus, elle ne vise pas à fournir des recettes aux éleveurs, mais plutôt un outillage pour que l'éleveur puisse définir ses objectifs, repenser et ajuster ses pratiques à son territoire de manière autonome. Donc, il n'y a pas un optimum à découvrir, mais plus sûr optimum possible à construire. Pour parler du dispositif, le dispositif, il est à 2 niveaux, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Escopela, il est invité par des collectifs territoriaux tels que les PNR, les CIVAM et les ADR à donner des formations. Donc, il y a aussi un réseau de techniciens, Patou-Ajuste. Ce sont des techniciens, des animateurs qui sont intéressés à se former dans la méthode pour pouvoir la déployer à l'échelle de son territoire. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, ce dispositif de formation, il se base principalement sur les échanges d'expériences et de connaissances entre éleveurs. Donc, Escopela, ensuite, il capitalise ces expériences et connaissances dans des fiches techniques que vous pouvez voir, des retours d'expérience. Mais Escopela a aussi conçu des outils. Par exemple, l'outil Fleur que vous voyez à droite, c'est un outil qui permet à l'éleveur de caractériser la végétation d'une parcelle et d'identifier les multiples pratiques à mettre en place sur la parcelle en fonction des objectifs, bien sûr, de l'éleveur. Il y a aussi un autre outil, les calendriers de pâturage, ils sont en train de les faire tester avec les éleveurs du réseau. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? D'abord, nous avons mené une enquête exploratoire, c'est-à-dire on a fait des entretiens semi-directifs auprès de tous les formateurs d'Escopela. L'objectif, c'était de savoir d'où part la formation. J'ai participé aussi en tant qu'observatrice dans 10 formations pour observer leurs pratiques en situation de formation. Je vais vous montrer à continuation les résultats, mais pour obtenir les résultats, nous avons mobilisé le cadre conceptuel d'Albero, c'est une approche ternaire du dispositif pédagogique mis en place par les formateurs. La deuxième étape de notre méthodologie qui est en cours, c'est la modélisation des raisonnements à la fois des formateurs, mais aussi d'éleveurs. Donc, l'objectif, c'est catégoriser les concepts pivots de la méthode Patou-Ajuste, en parallèle, catégoriser les concepts pragmatiques des éleveurs, c'est-à-dire les concepts que l'éleveur mobilise pour et dans l'action. Pour cela, nous avons mené 8 entretiens semi-directifs auprès des éleveurs et j'ai fait une immersion d'une semaine chez une éleveuse. L'objectif, c'est confronter les concepts pivots de la démarche avec les concepts pragmatiques des éleveurs pour identifier des enjeux d'apprentissage qu'on envisage de tester de nouvelles modalités pédagogiques cette année. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la première dimension de l'analyse du dispositif de formation, c'est le dispositif idéal, que d'après Albero, c'est l'ensemble des idées, des principes, des valeurs qui orientent et structurent les décisions et les actions des formateurs. Nous avons identifié
dans le cas de Scopella, qu'il y a une ambition commune affirmée. Ils envisagent à développer la valorisation de végétation semi-naturelle en fonction des contextes pédoclimatiques et de chaque territoire, plutôt que de chercher à les artificialiser et les contrôler. Il y a aussi une ambition de déconstruire de nombreuses idées reçues sur la valeur alimentaire des couverts végétaux, en disant par exemple, la ronce, ça peut se manger. Et renforcer l'autonomie cognitive et décisionnelle des éleveurs. Donc, ils disent, il n'y a pas de recette, c'est à vous de construire vos propres recettes. Une méthode qui est potentiellement compatible avec les techniques déjà mobilisées par les éleveurs. Par exemple, d'après un formateur, ils disent, tu peux adopter la technicité pâturage juste sans réfuter la pertinence du pâturage tournant. Donc, l'objectif, c'est prendre les éleveurs où ils sont pour pouvoir les intégrer. Mais par contre, il y a des divers projets transformateurs parce qu'il y a un groupe de formateurs qui visent une transformation plutôt cognitive, leur donner des outils cognitifs, développer la réflexivité, le raisonnement autonome et systémique de l'éleveur, alors qu'il y a un autre groupe de formateurs qui vise plutôt une transformation pragmatique, c'est-à-dire impulser le changement de pratique avec une nouvelle norme que c'est les pâturer le plus possible. La diapo d'avant, s'il vous plaît, c'était la... OK, oui, merci. Donc, la deuxième dimension de l'analyse, c'est les stratégies des formateurs et leur théorie d'apprentissage. Parmi leurs stratégies, il y a l'adaptation du contenu théorique ou ses spécificités territoriales et au public hétérogène. Pour cela, le formateur, il s'appuie sur les animateurs et les techniciens locaux pour pouvoir adapter les contenus, contextualiser les contenus au territoire, mais aussi pour identifier les besoins des éleveurs. Ils essayent, dans la mesure du possible, de différencier les formations en deux groupes, avec des éleveurs débutants et des éleveurs expérimentés. Mais la majorité des cas, ils font face à un groupe hétérogène. Et donc, ils essayent de s'appuyer sur les éleveurs expérimentés pour pouvoir montrer la faisabilité de la méthode. Ils cherchent aussi un double mouvement, ça veut dire s'appuyer sur les acquis du réseau national pour faire avancer les collectifs territoriaux et faire en sorte que les collectifs locaux alimentent aussi les réseaux nationaux. Une perspective d'autonomisation que ce n'est pas que pour les éleveurs. Et bien sûr, ils envisagent que l'éleveur soit acteur de leur propre formation, mais aussi pour les animateurs et techniciens locaux. Et ils s'envisagent à pas transmettre qu'un contenu, mais développer également des compétences professionnelles chez les éleveurs. C'est-à-dire que l'éleveur savoir s'adapter, savoir définir ses propres objectifs, savoir différencier entre un cas singulier et un cas générique, etc. D'après les discours des formateurs, il y a différents facteurs qui favorisent les apprentissages. Et, par exemple, les facteurs propres aux éleveurs, c'est leur goût pour l'abstraction ou le fait qu'ils soient déjà engagés dans une recherche de changement. Il y a des facteurs externes où les éleveurs sont ancrés dans un environnement technique et socio-professionnel contraint. Mais aussi, il y a des conditions sociales de co-construction des connaissances au sein de la formation qui peuvent engendrer une identification à la communauté professionnelle. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la dernière dimension de l'analyse, c'est le vécu des différents formateurs. Ça veut dire l'expérience personnelle des formateurs et ainsi toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc, parmi les exemples de leur pratique de formation en situation, je voudrais d'abord vous dire qu'il y a un modèle commun pour faire les formations. La matinée en salle, l'après-midi sur le terrain avec un tour de parcelle. Mais par contre, dans la matinée en salle, déjà, les formateurs présentent leur intention et leur posture et les fondamentaux technico-scientifiques de la méthode pâturage juste. Mais pas tous les formateurs le font de la même façon. Il y a un groupe de formateurs qui envisage à donner un contenu théorique, alors qu'il y a un autre groupe de formateurs qui préfèrent aborder la théorie par la pratique. Tous les formateurs s'appuient sur l'expérience des participants, leurs problématiques et questionnent à partir des objectifs des éleveurs. Ils font tous aussi l'aller-retour entre les singuliers et les génériques. Donc, ils prennent comme exemple un cas singulier d'un éleveur pour monter en généricité et construire des connaissances génériques et vice-versa. Parmi leurs difficultés,
C'est comment on prend en charge l'hétérogénéité d'un public déformé, comment on fait face aux obstacles cognitifs des éleveurs pour changer de représentation vis-à-vis de végétation spontanée. Il y a des éleveurs qui arrivent dans la formation, qui n'ont jamais entendu la méthode, et ils disent, la ronce, c'est impossible de la faire manger, c'est pas possible. Donc, comment faire avec ce conflit? Il y a aussi une tension entre être puriste et garder la main sur les messages qui est diffusé, ou autonomiser les groupes territoriaux au risque de le détournement de la méthode. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ici, dans cette diapo, je voudrais vous montrer un exemple rapide de qu'est-ce qu'on essaie de faire dans la modélisation des raisonnements. Donc à gauche, vous savez, tous les concepts pivots de l'activité diagnostique de la végétation de la méthode Patou-Ajuste. À droite, vous savez un exemple de modélisation des raisonnements des concepts pragmatiques des éleveurs pour la gestion du pâturage. Donc, dans cette confrontation, on voudrait identifier les concepts et les compétences clés à développer et les obstacles d'apprentissage. Diapo suivante, s'il vous plaît. Quelques exemples d'obstacles d'apprentissage. La majorité des éleveurs, ils ont une vision plus dynamique et plus instantanée de la végétation. Ça veut dire, je vais où l'herbe pousse. Alors qu'il y a l'éleveur plus expérimenté vis-à-vis de la méthode, qui, lui, il a une vision plus dynamique et systémique avec une temporalité à moyen et à long terme. Et lui, il analyse l'impact de ces pratiques l'impact de ces pratiques sur la végétation. Et il analyse aussi, par exemple, s'il fait pâturer aujourd'hui, il réfléchit qu'est-ce qui va passer après, comment est-ce que la flore va évoluer, et après, je ne vais pas avoir des ressources. Donc, on a trouvé aussi une autre difficulté, tous les éleveurs, ils disent qu'ils ne sont pas compétents pour identifier les espèces végétales. Donc, ça remet en cause l'utilisation autonome de l'outil FLEUR conçu par Scopella. Et faire l'expérience, c'est un passage obligé pour accepter de changer de regard et de développer de nouvelles pratiques. Tant que je n'ai pas testé, je ne les crois pas. Et les éleveurs aussi préfèrent une représentation spatiale qu'une représentation temporelle. Donc, on a vu que si les calendriers de pâturage, c'est coûteux cognitivement, donc il faut les faire de manière plus progressive, ou il faut aussi représenter les calendriers de pâturage, avoir une représentation spatiale de ce calendrier de pâturage. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme élément de conclusion, l'activité de formation est majoritairement basée sur ce qui Passerait appelle les modèles cognitifs de la tâche, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs dont disposent les sujets pour comprendre le fonctionnement d'un objet. Donc, dans une perspective de didactique professionnelle, c'est la discipline dans laquelle nous nous inscrivons, les conceptualisations qui issues de l'action, ils sont de deux ordres, les modèles cognitifs, donc comment ça fonctionne, mais aussi les modèles opératifs, comment est-ce que ça se conduit. Donc, c'est un postulat qui nous sert pour pouvoir dire que si on réduit l'écart entre les modèles opératifs et les modèles cognitifs, on pourrait aider à l'éleveur à transposer les concepts appris en levier d'action. Bon, c'est une hypothèse qu'on va la tester avec les nouvelles modalités pédagogiques. Et autre conclusion, c'est mieux penser l'articulation entre l'accompagnement individuel et des journées collectives de formation pour accompagner le développement de nouvelles compétences par la traduction pragmatique des éléments discutés en formation. D'après les discours des formateurs, mais aussi des éleveurs, l'accompagnement individuel permet de rendre actionnable un concept appris lors de la formation. Et pour une piste pour les formations, bon, c'est plutôt nous poser la question, quand on mène une formation, qu'est-ce qu'on veut faire? Faire apprendre des objets ou accompagner le développement professionnel des éleveurs, en sachant que ce n'est pas la même chose apprendre des objets ou développer les compétences professionnelles des éleveurs et qu'il y a un écart temporel entre les deux. Nous avons le cas d'une éleveuse qui a été accompagnée individuellement en 2017 et qu'elle commence à mettre en place en 2021, commence à mettre en place des leviers techniques parce qu'il a eu un temps qu'elle comprend. Il a eu aussi un temps qu'il vérifie que ce qu'il dit Scopella, c'est vrai, et il a eu un temps de test.
Donc, pour dernier point, c'est le développement, non, c'est une piste pour les travaux de recherche que nous disons, nous partons d'une hypothèse que le développement de l'autonomie au travail des éleveurs peut être un levier pour accompagner la transition agroécologique. Bon, et ça, c'est un sujet de thèse dans lequel j'aimerais continuer après. Bon, c'est tout. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup, Madeleine. Du coup, en effet, il y a quelques questions, deux questions. Donc, Didier Gomez de Sivam Empreinte. Il est intéressant de voir comment on passe de « c'est avant tout un réseau d'éleveurs » à un sujet centré sur les techniciens. Cela questionne les liens entre les membres éleveurs du réseau et leurs outils d'accompagnement que sont les techniciens. Tout comme dans les outils évoqués précédemment, quelle est la place des éleveurs dans leur construction, la définition des informations prélevées et de leur traitement, ou dans les modalités d'accompagnement et leur contenu? OK, bon, la place des éleveurs, bon, déjà, comme j'avais dit, la place des éleveurs, c'est central parce que c'est à partir des connaissances et d'expériences des éleveurs qu'ils conçoivent des outils. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question. Et je sais pas, je n'ai pas compris la deuxième question. Quelle est la place des éleveurs dans les modalités d'accompagnement? Peut-être, M. Gomez, si vous voulez prendre la parole, vu qu'on a 3 minutes, ça pourrait permettre de préciser. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Il s'agissait de comprendre en fait, plus que fournisseur de contenu, tel que tu l'as expliqué, en quoi sont-ils aussi concepteurs de l'outil? Tu dis en tant que technicien? Non, les éleveurs. Okay. Est-ce que, par exemple, les contenus, les outils sont faits avec les éleveurs? Est-ce qu'ils ont un regard avant que... Oui. OK, merci. Dans leur finalité, dans les implicites qu'ils incorporent nécessairement, dans les choix qui sont faits, tout ça. D'accord. Et effectivement, par exemple, dans la construction des fiches techniques, déjà, toutes les connaissances qu'ils mobilisent, c'est des connaissances des éleveurs. Par exemple, une fiche technique, elle est validée lors d'une formation nationale, elle est validée par les éleveurs pour après pouvoir choisir quel est le contenu qu'on voudrait transmettre. Et donc, c'est le éleveur même qui choisit le contenu. Ok, donc on va prendre la question de Hélène Grosse de l'ACTA. Quelles sont ces nouvelles modalités pédagogiques? C'est une bonne question, mais pour l'instant, on est en cours de créer, de co-concevoir des modalités pédagogiques. Donc, on envisage pouvoir tester un en début mars et la deuxième semaine de mars. Donc, vraiment, on est dans la co-conception avec les formateurs de Scopela. Donc, je ne peux pas donner plus d'éléments sur ça parce qu'on ne l'a pas fait. Mais bon, je ne sais pas, Nathalie, si tu... Si, mais tu peux quand même dire, enfin, ce qu'on va essayer de tester, d'expérimenter avec eux, c'est une mise en activité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans des réunions où vont dominer des échanges, des outils qui sont des formes d'abstraction en fait, là l'idée serait de faire des études de cas par exemple, ou d'analyser les situations problèmes. C'est-à-dire de mettre en activité les éleveurs pendant les journées de formation. Voilà, c'est une piste qu'on aimerait tester. Okay. Alors, une autre question de Marie-Angelina Magne. Combien de temps faut-il pour former, ou en tout cas faire monter en compétence un éleveur à la méthode pâture-ajuste? Ça, c'est pas, comment dire, on peut pas, par exemple, je vais vous donner l'exemple de les éleveurs que j'ai enquêtés au pâture en Pila. Et les éleveurs de Pila, ils sont accompagnés par Scopela depuis 6 ans. Il y a eu même des accompagnements individuels aussi. Mais malgré que tous les éleveurs ils partent dans la même base, il y a bien sûr quelques éleveurs qui sont plus expérimentés que les autres. Parce qu'il n'y a pas... Ce n'est pas tous les éleveurs qui comprennent vite cette méthode. Donc, je ne peux pas donner un temps précis, mais c'est une méthode quand même compliquée à la faire comprendre. D'où l'appel justement à notre partenariat pour pouvoir essayer de décortiquer les messages de la méthode pour pouvoir la transmettre plus facilement. Une autre question de Denis Follet de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Comment le formateur pâture-ajuste assure l'articulation entre le collectif et l'individuel? Fait-il du conseil individuel?
Et ça dépend des moyens aussi. Parce que, par exemple, au pâture en Pila, il y a des moyens pour que les formateurs puissent faire des accompagnements individuels. Mais alors, on avait un cas dans le Nord où la formatrice n'avait pas, dans la structure qui accueillait la formatrice, elle n'avait pas les moyens pour faire des accompagnements individuels. Donc, elle a fait que des formations collectives. Mais par contre, on a vu, bon, d'après les discours de cette formatrice, on voit les différences. Les pâtures en Pila, les éleveurs de pâture en Pila étaient plus expérimentés en comparaison de ce groupe des éleveurs du Nord, par exemple, qui sont suivis que des formations collectives. Mais c'est justement pour répondre, ça dépend des moyens financiers. Bon, mais écoutez, on arrive au bout des questions. Marianne, encore une question. La méthode a ce site particulier complexe qu'elle propose avant tout de clarifier les objectifs précis de l'éleveur. Le contenu technique n'intervient a priori que dans un second temps. Oui, c'est une remarque. C'est une remarque, justement parce que Didier Gomez, c'est lui qui commence à transmettre la méthode Pâture Juste. Donc, merci Didier pour cette clarification. Bon, très bien. Merci beaucoup Madeleine et Nathalie pour cette intervention.